Voilà. Après Magic, Joy. C'est des cabots, hein. Ils veulent passer à l'écran. Hein. La question suivante est Divous. La saison est encore longue pour le PSG, notamment en Coupe d'Europe, mais vu qu'ils sont pratiquement champions de France, quel secteur améliorerais-tu pour la saison prochaine ? Où et à quel poste recruter pour avoir un banc aussi solide que les titulaires ? Écoute, la réponse est contenue dans ta question. Effectivement, je pense que le PSG doit surtout chercher à recruter un banc. Parce que j'imagine qu'ils doivent être satisfaits de tous leurs titulaires. Je pense effectivement qu'il faut une doublure à Hakimi pour cesser de mettre Zahir Emery en position de latéral droit régulièrement, parce que je pense que ça nuit effectivement à sa progression. Je pense aussi qu'il faut une doublure aussi côté gauche à Nuno Mendes, ou alors un polyvalent, par exemple un Frankowski aurait été formidable, parce que lui il peut jouer des deux côtés. Peut-être quelque part commencer à préparer la succession de Marquinhos. Peut-être que là, le PSG a loupé le coche avec Kuznetsov. Et puis, effectivement, peut-être prendre un milieu de plus pour la rotation. Je pense qu'André Santos serait un candidat magnifique. Et puis, offensivement, peut-être choisir un avant-centre qui correspond peut-être plus au profil du PSG que Ramos. Mais honnêtement, en termes de titulaire, je suis pas certain que le PSG ait besoin vraiment de... Alors après, effectivement, tu peux te dire que est-ce que Donnarumma doit continuer, est-ce que PSG doit faire tout pour avoir Chevalier ? Bon, mais ça c'est un autre débat. Nico Damerjvir me dit: combien de langues parlez-vous ? Le français et l'anglais. Le français, j'essaye. L'anglais, j'essaye aussi. Bon, ma mère était agrégée d'anglais, donc j'ai pas trop eu le choix, parce que j'ai fait beaucoup de séjours linguistiques en Angleterre et aux États-Unis. Mais voilà. Mais grâce à ma mère et puis le fait que j'aime beaucoup l'anglais et l'Angleterre, je parle... Alors... Parler une langue, c'est comme tout, il faut de l'entraînement, et j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais je me suis surpris l'autre jour, dans les vestiaires de Strasbourg, à Strasbourg-Nantes, je me suis surpris à parler très rapidement et très bien anglais avec Rosenior, parce qu'effectivement, ça s'oublie pas. Gigi me dit: il y a de plus en plus de terrains synthétiques, et est-ce une bonne chose? Qu'en pensent les joueurs? Il faut bien rappeler que les terrains synthétiques sont interdits au niveau pro depuis maintenant 4-5 ans, et que les deux terrains synthétiques, Lorient et Nancy, ont été obligés de revenir à la pelouse naturelle. Donc les terrains synthétiques ne sont plus que des terrains d'entraînement ou des terrains de niveau inférieur. Voilà, ça change totalement le jeu. Évidemment, c'est très difficile de tacler parce que tu te brûles. C'est très dur pour les adducteurs, pour les articulations. Ça a l'avantage dans des petites divisions que ça permet d'avoir un terrain praticable, même avec des conditions atmosphériques compliquées, que ce soit la pluie ou le gel. Mais bon, ça reste un foot dévié, quoi. Prévost Victor me dit: hormis le titre déjà joué, n'a-t-on pas une des courses aux places européennes les plus passionnantes de ces dernières années, avec des équipes pratiquant ou essayant un jeu attractif, les confrontations directes intenses? Le produit Ligue 1 est pas mal, dommage qu'il se vende mal. Merci de le dire, parce que moi, quand je vois... alors effectivement, on peut toujours voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On peut se dire, effectivement, le derby de Lens-Lille était une purge absolue et une très mauvaise pub pour le football français. Oui, c'est vrai. Mais un match de bas de classement comme Le Havre-Nantes était intéressant à suivre. Un match du ventre mou comme Toulouse-Brest était très intéressant à suivre. Le match d'ouverture Strasbourg-Lyon était superbe. Le PSG a mis 6 buts. Je trouve qu'il y a un décalage entre la sévérité de certains observateurs
le fait que cette Ligue 1 se vende de plus en plus mal, et le fait que les stades soient de plus en plus beaux, de plus en plus pleins. Il y a quand même énormément de stades de matchs qui se jouent à guichet fermé maintenant. Déjà à Marseille, Lens, Strasbourg, Nantes, Paris, ça fait déjà 5 clubs sur 18, et encore j'en ai peut-être oublié dans le tas. Donc il y a un engouement populaire, il y a des matchs qui sont pas inintéressants, il y a des équipes comme Lyon, comme Strasbourg, comme Marseille, toute proportion gardée, comme Paris, qui essayent de pratiquer un jeu. Brest, qui a voilà, c'est des équipes qui pratiquent un jeu attrayant. Donc, je suis pas certain que le championnat de France soit aussi faible que ce qu'on veut bien le dire. Puis ça fait connaisseur de dire que le championnat de France c'est de la merde, vous comprenez. Noël Flantier me dit « Chelsea et Strasbourg ne pourront pas faire d'opération de joueurs entre eux en cas de qualification dans la même compétition européenne, ne voit-on pas dans ce point de règlement la limite de la multipropriété ?» Ça fait déjà beaucoup de si, hein. Déjà, il faut que les deux clubs soient européens, il faut que les deux clubs soient déjà engagés dans la même compétition. Je veux dire, on peut quand même espérer que Chelsea sera en Ligue des Champions. C'est quand même pas non plus évident que Strasbourg soit en Ligue des Champions. Puis je veux dire, si les deux sont en Ligue des Champions, c'est un problème de riche, et Bluco aura totalement les moyens de bâtir deux bons effectifs, effectivement, sans qu'il y ait de possibilités de prêt et de direction sportive entre les deux. Alors, qu'il n'y ait pas de prêt, c'est très facile à vérifier, qu'il n'y ait pas de direction sportive commune, c'est déjà un petit peu plus tendancieux. Il suffit de déléguer un mec de Chelsea et de dire maintenant tu t'occupes de Strasbourg, et puis voilà, et puis c'est un petit peu des fautes. Enfin, sachez en tout cas que c'est un problème dont les gens de Strasbourg sont conscients et qu'ils préparent au cas où, sachant qu'il n'y a quand même pas une probabilité énorme pour que Strasbourg et Chelsea soient dans la même Coupe d'Europe. Et puis, quand bien même ce serait le cas, je veux dire, ce serait quand même un problème de riche. Et la preuve du bon boulot de Bluco, à la fois à Chelsea et à Strasbourg, d'avoir deux équipes engagées dans la même Coupe d'Europe. Alex Penon me dit « Adrien Rabiot a eu des mots virulents à l'encontre de ses partenaires après la défaite à Reims. Que penses-tu de ce genre de déclaration et de son impact sur le vestiaire ? J'ai l'impression que le vestiaire marseillais est en perte de vitesse et en manque de cadre. » C'était très dur la déclaration d'Adrien Rabiot. Et si je peux regretter quelque chose, c'est qu'il ne se soit pas inclus dans ces critiques. On a l'impression qu'il regardait ça de côté et qu'il s'excluait de ces critiques, alors qu'il a été lamentable à Reims comme la plupart de ses coéquipiers. Mais je dirais que c'est assez typique de Rabiot, qui est toujours comme ça, un petit peu sur la retenue par rapport à ses coéquipiers. Il a toujours un comportement un petit peu individualiste, puis peut-être aussi qu'il est en train de reprendre ses billes. On se souvient que quand il est arrivé à Marseille, il a dit qu'il était là un an pour voir. Bon, depuis, il a multiplié les gestes et les déclarations d'amour envers Marseille. Alors, bien évidemment, beaucoup avant le classique, parce que ça l'arrangeait. Et puis que ça l'arrangeait après, derrière, pour se victimiser encore un peu plus. Voilà, vous l'aurez compris, je suis pas fan du comportement, et je n'étais pas fan. C'est vrai que quand j'ai entendu ces déclarations à la fin du match, j'ai trouvé ça un peu fort de nouilles, quoi. Nico Damerjvir me dit « Avez-vous déjà parlé avec Marc Keller de l'éventualité de la Ligue Europa pour Strasbourg ? Est-il euphorique ou inquiet que ça ne vienne pas affaiblir physiquement et mentalement ses joueurs ?» Alors, Marc et euphorique, c'est deux deux mots qui vont difficilement dans la même phrase. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il prendra ce qu'il y a à prendre. Si l'équipe est en Conference League, il jouera la Conference League. Si c'est l'Europa League, il jouera l'Europa League. Et si c'est la Champions League, il jouera la Champions League. Il est très fataliste par rapport à ça.
en tant qu'amateur de football, il se régale de la qualité des matchs qu'il voit. Et voilà, et comme je l'ai dit dans la question précédente, il est conscient du risque qu'il y a que Chelsea et Strasbourg jouent la même compétition européenne. Voilà, il s'y prépare, il travaille sur le sujet au cas où. Mais non, tout ça c'est que du bonus. De toute façon, quand Blouko a racheté Strasbourg, l'objectif c'était d'être européen régulièrement, parce qu'ils se sont bien aperçus que notamment en termes de droits télé, c'est la Coupe d'Europe qui te fait basculer dans d'autres galaxies au niveau financier. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu plus vite que prévu, mais ça va dans le bon sens. Gigi, on ne parle plus de la situation financière de Lyon qui avait été relégué en Ligue 2 dans un premier temps. Si Lyon n'est pas européen l'année prochaine, pourront-ils échapper à la Ligue 2? Textor est généreux avec les euros des autres. J'ai eu un débat avec un internaute ce week-end, supporter de Lyon, qui dit la multipropriété à Strasbourg, c'est formidable, la multipropriété à Lyon, c'est caca. Et je lui explique que ce qu'on reproche à Textor, c'est pas tant le fait de faire de la multipropriété, c'est surtout sa gestion désastreuse sur le plan financier, où déjà Lyon a déjà vendu pas mal de ses bijoux de famille. Et les derniers chiffres qui sont sortis sont extrêmement alarmants. La situation financière a l'air incroyablement compliquée. Et encore une fois, s'il y a eu tant de clubs qui ont déposé des réserves sur Almada, c'est pas tellement parce qu'Almada appartient à la même sphère que Lyon, c'est surtout parce que Lyon a été interdit de recrutement pour des raisons financières. Donc faut pas mélanger la multipropriété et les problèmes financiers de Lyon qui sont évidents. Bon, il y a des très gros salaires qu'il va falloir certainement enlever. Je pense que Lacazette, Matic, peut-être Tolisso vont partir, que Cherki va probablement être vendu. C'est pas simple et c'est quand même extrêmement inquiétant. Pascal du 82 me dit: vous considérez-vous, Pierrot, à travers les réseaux, un peu comme le porte-parole du Racing Club de Strasbourg par rapport à la vie du club? Alors pas du tout. Mais alors absolument pas. Ma proximité et ma grande amitié avec le président du club de foot de Strasbourg me permet d'être au courant de beaucoup plus de choses au Racing que je peux l'être dans d'autres clubs. Et si vous suivez bien ce que je dis, je ne divulgue jamais aucun secret. Je dément des informations qui sont fausses. Par exemple, là, ces derniers jours, on dit que Amogu et Perea, les prêts de ces joueurs de Chelsea, sont déjà actés la saison prochaine. Et je dis que c'est faux. Et vous avez la démonstration que c'est faux, puisque on s'aperçoit que si Strasbourg et Chelsea jouent la même Coupe d'Europe, il n'y aura pas de prêt possible entre les deux clubs. Donc c'est bien la preuve que les gens racontent que des conneries, encore une fois, pour écrire et faire du clic. Non, je suis pas le porte-parole. Je le pense juste. Quand on dit que la multipropriété c'est un fléau, je dis que c'est peut-être un fléau à Lyon avec Textor qui fait n'importe quoi, à Troyes avec Citigroup qui fait rien finalement sur le plan sportif pour le club. J'ai le sentiment d'être objectif sur les matchs de Strasbourg, même si c'est le club de mon cœur, ce qui est quand même finalement mon droit. Mais enfin, si vous trouvez que je suis pas objectif sportivement sur Strasbourg, dites-le moi en commentaire.